J'ai évoqué tout à l'heure une certaine proximité de Nerval avec l'ésotérisme au sens strict. La même question peut se poser à propos de Mallarmé. Elle peut se poser parce que, pour certains critiques, Mallarmé relève de l'ésotérisme, non pas simplement au sens large, c'est un poète difficile, mais de l'ésotérisme au sens étroit, c'est-à-dire que sa poésie serait réservée aux seuls initiés. Après tout, il se placerait dans le sillage d'Horace, dont on connaît la célèbre formule pour définir l'ésotérisme poétique, Odi profanum vulgus et archeo. Je hais la foule profane et je l'écarte. Et la stratégie d'écriture de Mallarmé serait par conséquent une stratégie pour écarter le profane vulgaire. À l'appui de cette proposition, on peut invoquer Mallarmé lui-même, en tout cas le Mallarmé de 20 ans. À 20 ans, en 1862, Mallarmé publie un de ses premiers textes en prose dans une revue qui est une revue célèbre et de qualité, L'Artiste. Cet article a pour titre « Hérésie artistique » au pluriel, l'art pour tous. Il définit donc l'art pour tous comme une hérésie. Et ce texte célèbre commence par cette phrase « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère ». Ce qui est tout un programme. Les religions, ajoute-t-il, se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés. L'art a les siens, c'est-à-dire il a aussi, ou il doit avoir ses arcanes. Et on sait combien le mot arcane appartient au vocabulaire de l'ésotérisme. C'est le mystère fondamental. Bref, le Mallarmé de 20 ans revendique d'écarter le profane et regrette que si l'art doit être au même titre que les religions qui se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés, s'il revendique donc cette égalité entre religion et art, c'est qu'il a la conception d'une espèce de religion de l'art réservée, elle aussi, aux seuls initiés. Et de fait, la première production de Mallarmé est placée sous le signe de ce qu'on peut appeler une certaine obscurité. Mallarmé, jeune poète de 20 ans, est un poète idéaliste qui est nourri de deux grands modèles, Baudelaire, dont il reprend la thématique du spleen et de l'idéal, et Edgar Poe. Je n'insiste pas sur le côté poesque, pour l'instant, où ce n'est pas le propos. Mais ce qu'il retient de Baudelaire, c'est donc cette thématique du spleen et de l'idéal. Et évidemment, il renforce encore l'opposition entre le spleen et l'idéal. C'est-à-dire qu'à ses yeux, la poésie est ce qui s'oppose absolument au réel, marqué par le spleen, marqué par le dégoût. La poésie devient par conséquent un substitut de divin. N'oublions pas que la poésie est traditionnellement qualifiée de langage des dieux. Et celui qui pratique le langage des dieux méprise le commun des mortels. Et c'est ce qu'on peut lire dans la correspondance de ses premières années. Quand il débarque à Tournon, où il est nommé comme professeur d'anglais, pour lui, dans cette petite ville de province, tous les habitants sont des cochons. L'humanité est un bétail. Et le poète n'a guère que ce refuge qu'est la poésie ou le rêve avec un grand R. C'est ainsi, par exemple, qu'il écrit en 1863, le 3 mai 1863, « Lui qui est baudelairien, la sottise d'un poète moderne a été jusqu'à se désoler que l'action ne fût pas la sœur du rêve. »
Ce poète moderne, c'était évidemment Baudelaire, dans Le Reniement de Saint-Pierre. Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la serre du rêve, écrit Baudelaire. Eh bien, Mallarmé critique cette entorse baudelairienne à son propre idéalisme et il ajoute « Si le rêve était ainsi défloré et abaissé, où donc nous sauverions-nous, nous autres malheureux que la terre dégoûte et qui n'avons que le rêve pour refuge ?» Voilà par conséquent cette conception radicale du monde qui oppose le rêve des poètes, l'élite des poètes, au restant de l'humanité qui est ravalée au rang de bétail. Dans cette perspective, évidemment, la langue de Mallarmé n'est pas accessible à ce commun des mortels et cela justifie ce qu'on peut appeler son obscurité. Sauf que cette logique-là, d'un Mallarmé qui est un idéaliste forcené, ne va pas durer. Et elle ne va pas durer, je passe évidemment sur de très nombreuses considérations qui nous entraîneraient trop loin, elle ne va pas durer parce que Mallarmé, à l'occasion d'un projet nouveau qu'il conçoit à la fin de l'année 1864, qui s'appelle Hérodiade, Mallarmé va concevoir une poétique nouvelle. Et cette poétique nouvelle va l'entraîner dans une espèce de découverte qu'il va faire à l'occasion de son travail sur le vers d'Hérodiade. Et cette découverte, il en fait état en 1866, dans une lettre du 28 avril 1866 à son ami Henri Casalis, qui est lui-même poète. Et cette lettre très célèbre s'ouvre par cet aveu: en creusant le vers à ce point, j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme. Et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail que cette pensée écrasante m'a fait abandonner. Ce que dit cette formule très claire, c'est que Mallarmé, en creusant le vers, et lorsqu'on creuse quelque chose, c'est toujours à la recherche d'un fondement. Le poète idéaliste qui creuse le vers aspire à trouver au fondement même de cette conception idéaliste de la poésie le divin, la justification de la poésie comme langage des dieux. Et en lieu et place de Dieu, que trouve-t-il? Le néant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fondement ontologique à cette espèce de supériorité de la poésie par rapport à la prose commune. Et c'est le néant, avec un N majuscule, qui prend désormais la place de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que le monde n'existe pas. Ce qui veut dire simplement, c'est qu'il n'y a plus de caution extérieure, plus de caution divine à cette espèce de divinité de la poésie. La poésie, ce n'est rien d'autre que du langage. Et il ajoute ceci, alors que, évidemment, cela lui fait abandonner la poésie provisoirement. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublime, mon ami, que je veux me donner ces spectacles de la matière ayant conscience d'elle, et cependant, s'élançant forcenément dans le rêve qu'elle sait n'être pas, chantant l'âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges. Tel est le plan de mon volume lyrique et tel sera peut-être son titre. La gloire du mensonge ou le glorieux mensonge, je chanterai en désespéré. La découverte qu'il vient de faire aurait pu entraîner un abandon de la poésie, puisqu'il découvre que la poésie est un mensonge, si elle se donne en tout cas comme divine. Et pourtant, il n'abandonne pas la poésie. Et non seulement il n'abandonne pas la poésie, mais lui qui fait une profession de foi matérialiste, oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Il reconnaît cependant, dans ce matérialisme, une autre dimension fondamentale de l'humanité. Cette autre dimension fondamentale de l'humanité,
C'est ce qu'il appelle la sublimité. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Certes, Dieu, l'âme, la poésie ne sont que des inventions humaines. Et pourtant, ce que manifestent ces inventions humaines, c'est la sublimité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est matière, mais il est une matière qui porte en elle la capacité d'infini. Elle est capable de produire de l'infini. C'est ce qu'on peut appeler une forme d'autotranscendance de l'homme. Et à quoi tient cette forme de transcendance humaine? Elle tient à la capacité qu'il a d'être un être parlant, c'est-à-dire d'être un être qui produit des significations. Et c'est dans cette perspective nouvelle que la poésie désormais va s'envisager. Elle remet le projecteur non plus sur les visées idéalistes de la poésie, qui ne sont que des mensonges, mais sur la poésie elle-même en tant qu'elle est un langage, en tant qu'elle est une fabrication humaine. Et c'est à partir de là que sa poésie va devenir réflexive. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit « Je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d'elle et cependant s'élançant dans le rêve qu'elle sait n'être pas ». La poésie continuera donc à s'élancer dans le rêve qu'elle sait n'être pas, tout en sachant que ce rêve n'est pas, mais à cette dimension poétique ou créatrice de la poésie s'ajoutera une deuxième dimension, c'est la dimension critique qui fait que le lecteur confronté à la poésie doit pouvoir percevoir à la fois la sublimité du rêve produit par la poésie et doit pouvoir aussi le déconstruire par la lecture. C'est-à-dire, c'est la définition de cette formule que Mallarmé reprend à Baudelaire, le poème critique. Il y a cette double dimension de poésie, c'est-à-dire de création, et de critique, c'est-à-dire de déconstruction, de telle façon que l'homme ne soit pas le dupe de son propre langage. Voilà ce que sera le projet mallarméen, et il va de soi que ce projet-là se manifestera après une crise de plusieurs années dans un poème qui est évidemment central, le fameux sonnet en X. La réorientation de la perspective mallarméenne concernant la poésie n'implique pas forcément un retour à une poésie plus facile, comme le montre précisément le fameux sonnet en X. Or, ce sonnet a une histoire plus ou moins clandestine. Il se trouve que Mallarmé, en 1868, donc plus de 2 ans après la crise déterminée par la découverte du néon, Mallarmé donc reçoit une proposition de son ami Casalis qui lui demande un poème destiné à un recueil de poésie et d'eau-forte. C'est-à-dire qu'il doit y avoir collaboration entre un aquafortiste et un poète, tous deux traitant le même sujet. Et Mallarmé, qui n'a rien sous la main, va proposer à Casalis le sonnet qu'on appelle le sonnet en X. Et en envoyant son sonnet, il lui écrit ceci, qui est révélateur de la gêne de Mallarmé à envoyer ce sonnet. J'extrais ce sonnet auquel j'avais une fois songé cet été d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. C'est confesser qu'il est peu plastique comme tu me le demandes, mais au moins est-il aussi blanc et noir que possible, et il me semble se prêter à une eau forte pleine de rêves et de vide.
Alors cette réponse, cet envoi plus exactement, se justifie par le fait que Casalis a demandé un poème qui soit facile à illustrer par l'eau forte, donc qui propose un sujet plastique, comme le feront la plupart des poètes qui participeront à ce projet. Il est évident que le poème de Mallarmé peut apparaître comme peu plastique et surtout incompréhensible. Et Mallarmé lui-même devance le reproche en disant que, après tout, le sens, s'il en a un, il émet l'hypothèse que ce poème puisse ne pas avoir de sens. Bien entendu, c'est une hypothèse rhétorique, parce que ce poème est évidemment saturé de sens, mais pour les lecteurs de l'époque, il ne peut pas avoir de sens. C'est un poème insensé. Il devance donc les reproches de Casalis et il justifie sa proposition par le fait que ce poème est aussi blanc et noir que possible. Blanc et noir parce que tout simplement, ce qu'évoque le poème, c'est une lumière dans la nuit. Les étoiles, et puis surtout à la fin, le septuor de scintillation, qui brille dans le ciel nocturne. Donc de ce point de vue-là, il est aussi blanc et noir que possible. Voilà la seule justification de Mallarmé. Il va de soi que Casalis refusera le poème en ne prétextant évidemment qu'il y avait déjà trop de poèmes, mais la véritable raison du refus qui est inavouable, c'est qu'on ne peut pas publier un poème qui est absolument incompréhensible. Et deuxième élément d'information quant à la genèse de ce poème, c'est que 2 mois plus tôt, Mallarmé avait écrit à quelques-uns de ses correspondants pour leur faire cette proposition. Comme il se pourrait que je fisse un sonnet et que je n'ai que 3 rimes en X, concertez-vous pour m'envoyer le sens réel du mot ptyx ou m'assurer qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférais de beaucoup, afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. Voilà donc la question du ptyx qui est au cœur de ce sonnet. Mallarmé dit avoir créé ce mot qui n'existe pas par la magie de la rime, puisqu'il ne dispose que de 3 rimes en X alors qu'il en a besoin de 4. C'est le ptyx qui va servir en quelque sorte de 4e rime, et cela par la création d'un mot qui n'existe pas, même si en réalité le mot existe mais en grec. Le mot grec ptyx signifie pli, mais il n'existe pas en français. Et énigme supplémentaire, ce ptyx est en quelque sorte l'inconnu d'une équation simple. Vous avez 3 rimes en X, il vous en faut une 4e, vous la déterminez par ce que Mallarmé appelle la magie de la rime, c'est-à-dire par une simple égalité de rapport, et vous aboutissez ainsi à ptyx. Voilà donc ce poème qui, bien entendu, restera inédit pendant longtemps, qui s'appelle alors Sonnet allégorique de lui-même. Et il faudra attendre près de 20 ans pour qu'il soit publié, après remaniement, dans la première édition des Poésies en 1887. Il perdra son titre, il ne s'appellera plus Sonnet allégorique de lui-même, et il sera désigné par son incipit « Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx ». Mais la logique du poème reste fondamentalement la même, c'est-à-dire que c'est un sonnet allégorique de lui-même. Là où le lecteur attendrait, par exemple, une élévation, puisque le premier vers propose une forme de geste d'élévation comparable à celui du prêtre à la messe, ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, cette élévation est censée atteindre ou désigner un absolu. En réalité, elle ne renvoie qu'à elle-même, puisque ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx comportent une tautologie cachée dans la mesure où le mot onyx, en grec, signifie ongle. Les ongles, donc, ne dédient que les ongles.
ce qui est une façon de montrer que le langage n'a pas de vertu de transcendance, il est voué à l'immanence. Ce qui n'empêche pas que le fameux ptyx, qui est en quelque sorte un emblème du poème, ce fameux ptyx abolit bibelot d'inanité sonore, qui caractérise parfaitement un poème incompréhensible et qui ne vaut que par la sonorité de ses rimes, ce poème-là, in fine, deviendra le septuor de scintillation, c'est-à-dire le poème en majesté, qui n'est pas la grande ourse, comme certains le pensent, parce que précisément le poème ne fait pas signe vers la grande ourse qui est traditionnellement considérée comme la signature de Dieu, c'est le cas chez Victor Hugo, la signature de Dieu dans sa création, mais il renvoie tout simplement au poème lui-même. Et c'est là le prestige du poème que de proposer cette élévation fictive. Et le meilleur commentaire du sonnet en X, comme d'ailleurs du coup de dé, c'est cette formule de Mallarmé qui se trouve dans ses textes en prose. Tu remarquas, on n'écrit pas lumineusement sur champ obscur, l'alphabet des astres seul ainsi s'indique, l'homme poursuit noir sur blanc. La création humaine n'est pas comme la création divine, ce n'est qu'une création du noir sur du blanc. Et le noir, ce sont les mots sur la page blanche, et ce noir est symbolique du fait que le langage, c'est le mystère essentiel de l'humanité. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient lampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore sur les crédences au salon vide. Nul ptyx abolit bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nyx. Elle, défunte nue, en le miroir encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. L'après-midi d'un faune a une assez longue histoire que je vais essayer de résumer très rapidement. En 1865, on a vu Mallarmé entreprendre une œuvre nouvelle, Hérodiade, qui n'est pas simplement un poème, mais qui se veut une pièce de théâtre, qui est destinée au théâtre. Il y passe tout l'hiver 64-65, et à la fin de cet hiver, il abandonne Hérodiade, qui n'est pas terminée, pour se consacrer à un dérivatif qu'il appelle un intermède héroïque, dont le héros est un faune. Intermède héroïque, cela veut dire que c'est aussi une pièce destinée au théâtre, même si elle est de dimension plus réduite. C'est un dérivatif à la stérilité qu'il a éprouvée à l'écriture d'Hérodiade. Donc un Mallarmé austère va succéder à un Mallarmé plus sensuel, plus joyeux, dans ce qui s'appelle alors cet intermède héroïque dont le héros est un faune et qui est lui aussi destiné au théâtre. Mallarmé, à cette époque-là, écrit 3 scènes. Une première scène qui s'appelle Monologue d'un faune, une deuxième scène qui s'appelle Dialogue des nymphes, et une troisième scène qui est le réveil du faune. Et sans doute prévoyait-il aussi un final. Toujours est-il que ce projet est laissé de côté pendant la crise de Mallarmé qu'on a évoquée, et il ne va ressurgir qu'en 1875, lorsque Mallarmé envisage de participer au 3e Parnasse contemporain. Il sort donc son monologue d'un faune, qui est la première scène. Il écarte le reste, et ce monologue d'un faune, il va le réécrire, puisque 10 ans ont passé, pour le proposer au Parnasse contemporain. Et il le propose sous un titre qui n'est pas l'après-midi d'un faune, mais Improvisation d'un faune.
Et on sait ce qui arrive, le comité du Parnasse refuse l'improvisation d'un faune sous des prétextes divers, notamment Anatole France, qui est alors un poète symboliste, ou parnassien plutôt, Anatole France qui refuse en disant « on se moquerait de nous », c'est-à-dire que le faune est refusé parce qu'il apparaît, là encore, comme un poème absolument incompréhensible. Ce qui fait que Mallarmé va reprendre son improvisation d'un faune, va à nouveau la corriger et va publier en édition de luxe l'année suivante, 1876, chez l'éditeur de Rennes, L'après-midi d'un faune. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu de refus, on aurait eu une autre version et un autre titre. Et il est évident que la dernière version a gagné à ses atermoiements, à ses retards et à ses corrections pour devenir L'après-midi d'un faune. Alors L'après-midi d'un faune marque aussi une date dans la réception de Mallarmé. Mallarmé est à cette époque-là un poète peu connu, même très largement méconnu, mais il a des connaissances dans le petit milieu littéraire, ce qui fait qu'il a une réputation bien établie. C'est un fou littéraire. On a parlé de folie à propos de Nerval. Mallarmé ne passe pas pour un fou au plein sens du terme, bien qu'on lui prête des pensées folles, mais c'est au moins un fou littéraire. Et chaque fois qu'il publie quelque chose, et il ne publie que dans des revues, c'est le même cri de la critique quand elle s'intéresse à lui, c'est absolument incompréhensible. Donc Mallarmé est le parangon du poète absolument incompréhensible. Et c'est à partir du faune qu'on voit apparaître une autre tonalité dans la critique, même si elle reste minoritaire, c'est que si l'on considère toujours que c'est absolument incompréhensible, il y a quand même quelque chose qui justifierait le projet poétique, c'est qu'il y a, comme certains disent, une forme de musique. En somme, on découvre la vertu musicale de la poésie de Mallarmé, à défaut de trouver sa vertu intelligible. Et c'est à partir de là que progressivement, très progressivement, l'œuvre de Mallarmé, qui encore une fois se limite à quelques poèmes publiés par-ci par-là, va faire son chemin jusqu'à 1887 et la première édition de ses poésies, grâce à Rebours de Huysmans, qui cite d'ailleurs le faune, et au poète maudit de Verlaine. Donc voici L'après-midi d'un faune, tel que nous l'avons après cette petite histoire compliquée. Stéphane Mallarmé, L'après-midi d'un faune, églogue, le faune. Ces nymphes, je les veux perpétuer, si clairs leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais bois mêmes, prouvent, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre tout soupire, dis-tu qu'elle contraste comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non, par l'immobile hélas pamoison, suffoquant de chaleur, le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet arrosé d'accords. Et le seul vent, hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est, à l'horizon pas remué d'une ride,
le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Ô bord sicilien, d'un calme marécage qu'à l'envie des soleils ma vanité saccage, tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez. Que je coupais ici les creux roseaux domptés par le talent, quand, sur leur glauque de lointaine verdure dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos, et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, ce vol de cygnes, non, de naïades se sauve ou plonge. Inertes, tout brûle dans leur fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étalats trop d'hymens souhaités, de qui cherche le là. Alors m'éveillerai-je à la ferveur première, droite et seule sous un flot antique de lumière, lisse. Et l'un de vous tous par l'ingénuité. Autre que ce doux rien, par leurs lèvres ébruitées, le baiser qui tout bas des perfides assure, mon sein, vierge de preuves, atteste une morsure mystérieuse due à quelque auguste dent. Mais baste! Arcane tel élu pour confident, le jonc, vaste et jumeau dont sous l'azur on joue, qui, détournant à soi le trouble de la joue, rêve, dans un solo long, que nous amusions la beauté d'alentour par des confusions fausses entre elles-mêmes et notre chant crédule. Et de faire aussi haut que l'amour se module, évanouir du songe ordinaire, de dos ou de flanc pur, suivi avec mes regards clos, une sonore, vaine et monotone ligne. Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses, et par d'idolâtres peintures, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide d'ivresse, jusqu'au soir je regarde au travers. Ô nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure immortelle qui noie en l'onde sa brûlure avec un cri de rage au ciel de la forêt. Et le splendide bain de cheveux disparaît dans les clartés et les frissons. Oh pierrerie, j'accours, quand à mes pieds s'entrejoignent, meurtris de la longueur, goûter à ce mal d'être deux. Des dormeuses, parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis sans les désenlacer et vole à ce massif haï par l'ombrage frivole de roses, tarissant tout parfum au soleil, où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges, ô délices, farouche du sacré fardeau nu qui se glisse pour fuir ma lèvre en feu, buvant comme un éclair tressaille la frayeur secrète de la chair. Des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide, que délaisse à la fois une innocence humide de larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir, gai de vaincre ses peurs, traîtresse, divisée, la touffe échevelée, de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés.
car à peine j'allais cacher un rire ardent sous les replis heureux d'une seule, gardant par un doigt simple, afin que sa candeur de plume se teignît à l'émoi de sa sœur qui s'allume, la petite, naïve et ne rougissant pas, que de mes bras, défaits par de vagues trépas, cette proie à jamais ingrate se délivre, sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis. Vers le bonheur d'autres m'entraîneront par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais, ma passion, que pourpre et déjà mûre, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure. Et notre sang, épris de qui le va saisir, coule pour tous les saints éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendres se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna! C'est parmi toi visité de Vénus, sur ta lave posant ses talons ingénus, qu'entonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine. Ô surchâtiment! Non, mais l'âme de parole vacante et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sur le sable altéré, gisante et comme j'aime, ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu. Je vais voir l'ombre que tu devins.